Une promesse de puissance absolue. C'était le pacte initial de Joseph Staline. Il a juré de forger un État d'acier et de rendre l'Union soviétique invincible. Mais quel était le prix réel de cette force? Staline n'a pas apporté la sécurité. Il a installé un système de terreur pure. La situation a basculé très vite. À l'image, les tribunaux sont pleins à craquer. La machine répressive a atteint son point de rupture lors des grandes purges publiques. Ce n'était pas de la justice. C'était un signal violent envoyé à toute la population. À première vue, une épuration nécessaire des traîtres, mais en réalité, une paranoïa incontrôlable. Même le cercle intime du dictateur a été visé. Les plus proches alliés sont devenus des cibles prioritaires. Hier, il dirigeait le pays à ses côtés. Aujourd'hui, il signait des aveux forcés sous la torture. Staline les a transformés en ennemis publics d'un simple trait de plume. Des milliers de destins ont été broyés. Les arrestations se faisaient la nuit. On n'entendait plus que le bruit des bottes dans les couloirs et le départ des véhicules cellulaires. Ces marques sont restées indélébiles. L'année 1934 marquait un tournant décisif. Joseph Staline avait déjà verrouillé le contrôle de l'Union soviétique. Il occupait le poste le plus puissant, secrétaire général du Parti communiste. La majorité de ses rivaux avaient disparu. Certains avaient été écartés du pouvoir, d'autres forcés au silence total. À première vue, le pays semblait fort et uni. Mais en réalité, la terreur se propageait déjà. Les usines tournaient à plein régime, les villes s'étendaient. Le gouvernement martelait que le système socialiste était en pleine expansion. Mais derrière les slogans et les portraits souriants, l'atmosphère était glaciale. Les gens ne parlaient non plus qu'en chuchotant. Ils évitaient la moindre critique envers le gouvernement. Chacun savait la règle. Un mot de travers pouvait briser une vie. Pourquoi une telle méfiance? Staline tenait pourtant les rênes, mais la peur de la trahison le hantait plus que tout. À l'intérieur du Parti communiste, la loyauté n'était pas totale. Certains vieux révolutionnaires se souvenaient encore de l'avertissement de Lénine. L'ancien chef avait prévenu « Staline abuserait de son pouvoir ». Le dictateur a réagi. Il a méthodiquement remplacé les penseurs indépendants par des fidèles. Mais cela ne suffisait pas. Sa paranoïa atteignait des sommets inédits. Il voyait des espions dans chaque bureau, des traîtres à chaque coin de rue, prêts à le détruire. La situation était critique. Cette même année, le 17e congrès du parti s'est tenu à Moscou. L'objectif était clair, célébrer le succès des plans quinquennaux et afficher l'unité de la direction communiste. À l'image, une salle immense, remplie d'officiels du parti, on voit les uniformes décorés des héros de guerre. Les ouvriers invités pour l'occasion observent la scène. Les discours se succèdent. Tous louent Staline, le qualifiant de grand bâtisseur du socialisme. Mais ce n'était qu'une façade. Derrière les applaudissements, beaucoup admiraient secrètement un autre homme, Sergueï Kirov, le chef du parti de Leningrad. Kirov incarnait tout ce que Staline n'était pas. Il était chaleureux, accessible, populaire auprès des membres du parti comme des citoyens ordinaires. Contrairement à Staline, il ne gouvernait pas par l'effroi. Beaucoup voyaient en lui le dirigeant dont l'Union soviétique avait réellement besoin. Le moment du vote pour le comité central est arrivé. Sur les documents d'archives, le constat est brutal. Kirov a reçu plus de voix que Staline lui-même. Ce résultat a fait l'effet d'une bombe. C'était un signal silencieux mais terrible. L'emprise de Staline n'était pas aussi absolue qu'il le désirait. Staline n'oubliait jamais une humiliation. Il a placé Kirov sous surveillance constante. Chaque mouvement était noté. Chaque parole était rapportée. Puis, la tragédie a frappé. Le 1er décembre 1934. Institut Smolny, Leningrad. Une détonation a brisé le silence des couloirs. Sergueï Kirov s'est effondré dans son bureau, une balle en plein cœur. Le tueur n'a pas cherché à fuir. Léonid Nikolov a été arrêté sur place, l'arme encore fumante à la main. La version officielle a été immédiate, un acte isolé, motivé par une rancune personnelle. Mais qui pouvait croire une telle histoire? Nikolov était un homme nerveux, instable. Il était sous surveillance policière depuis des semaines. Comment a-t-il pu entrer? Les protocoles de sécurité étaient stricts. Pourtant, il a franchi les barrages, armé, jusqu'au bureau de l'un des leaders les plus protégés du pays. Sans aucune aide extérieure, c'était impossible. Le mystère s'est épaissi quelques heures plus tard. Staline lui-même a sauté dans un train pour Leningrad. Il voulait mener l'enquête en personne. Son arrivée a déclenché une vague de terreur immédiate. La police politique a arrêté des dizaines de personnes en une nuit, amis de Kirov, proches de Nikolov. Tous ont été accusés de participer à un vaste complot anti-soviétique secret. Ce n'était pas une enquête, c'était une rafle. Les gardes du corps de Kirov?
disparus. On ne les a plus jamais revus vivants. Les historiens ont découvert plus tard la vérité sur les archives. Les dossiers originaux du meurtre n'ont pas été classés. Ils ont été brûlés ou réécrits sur ordre direct du Kremlin. Staline tenait enfin son prétexte. La mort de Kirov lui a permis de lancer ce qu'il désirait depuis toujours, une campagne d'élimination totale. Il a déclaré que les ennemis du peuple étaient au partout. Ils avaient infiltré le parti, ils commandaient l'armée, ils dirigèrent les usines. La paranoïa est devenue une politique d'État. En 1935, le ménage était fait dans les rangs inférieurs. Les critiques avaient disparu. Les voix dissidentes s'étaient tues. Mais ce n'était que le début. Staline visait plus haut. Il voulait briser ceux qui avaient construit l'État soviétique avec lui. Les vieux bolcheviks. Ceux qui avaient de marcher aux côtés de Vladimir Lénine en 1917. Ces hommes étaient des légendes vivantes. Ils avaient renversé le tsar. Ils avaient fondé le Parti communiste. À première vue, des héros de la Révolution, mais en réalité, des cibles prioritaires. Aux yeux de Staline, leur prestige était une menace mortelle. Leur popularité signait leur arrêt de mort. Ils craignaient leur influence. Ils savaient que leur loyauté allait à la mémoire de Lénine, pas à sa propre personne. Le pire crime, avoir un jour soutenu Léon Trotsky. C'était l'homme que Staline haïssait plus que tout autre. Trotsky avait été une figure majeure de la Révolution, un chef de guerre. Mais après avoir perdu la lutte pour le pouvoir dans les années 20, il avait été banni. Exilé loin de l'Union soviétique, forcé de vivre en errance à l'étranger. Staline a transformé son nom en arme. Il affirmait que Trotsky tirait les ficelles d'un complot mondial depuis l'exil. Sur les affiches de propagande, on voyait le visage de Trotsky déformé, diabolisé. Toute personne ayant eu le moindre lien avec lui par le passé devenait suspecte. La sentence était automatique, traître à la patrie. Deux anciens maîtres du Kremlin. C'est ce qu'étaient Grigori Zinoviev et Lev Kamenev avant de devenir des cibles. Ces hommes n'étaient pas des inconnus. Ils avaient été les alliés les plus proches de Lénine. Au début des années 20, ils dirigèrent le parti aux côtés de Staline lui-même. Pourquoi sont-ils tombés? Ils avaient eu des désaccords avec le chef. Ils pensaient qu'une réconciliation était encore possible. Ils croyaient que la coopération garantirait leur sécurité. Mais c'était une erreur de calcul fatale. Dans l'esprit de Staline, la disloyauté passée ne s'efface jamais. Elle reste une marque indélébile. L'année 1935 a marqué la fin des illusions. Le NKVD est passé à l'action. La police secrète a arrêté Zinoviev, Kamenev et des dizaines de leurs fidèles. Les portes des cellules ont claqué. À première vue, une simple purge politique interne. Mais en réalité, le début d'une liquidation totale. Les charges ont rapidement évolué. Au départ, on les accusait de propager des idées anti-soviétiques. Mais cela ne suffisait pas à Staline. Les accusations sont devenues beaucoup plus sombres. Le procureur a affirmé qu'ils avaient rejoint un centre secret trotskiste zinovieviste. Le scénario était écrit. Ils collaboraient soi-disant avec des espions étrangers pour renverser le gouvernement. La situation a empiré brutalement. Puis vint l'événement qui a tout basculé. Le mois d'août 1936, le premier des procès de Moscou. Ce n'était pas une cour de justice ordinaire. C'était une performance théâtrale soigneusement orchestrée. Le but était unique, convaincre le peuple soviétique que Staline les protégeait contre des monstres. À l'image, la salle d'audience est grandiose, écrasante par ses dorures. La pièce était bondée. Journalistes, officiels du parti et même des observateurs étrangers remplissaient les bancs. Personne ne voulait manquer le spectacle. D'immenses microphones étaient installés devant les juges. Ils diffusaient les débats en direct à travers tout le pays. Dans les rues et les usines, les gens se rassemblaient autour des radios. On entendait le souffle de la foule suspendu au haut-parleur. Sur la pellicule, on voit « Les accusés sont méconnaissables ». Zinoviev, Kamenev et leurs co-accusés semblaient brisés, épuisés. Ils ne se sont pas défendus, ils se sont tenus debout face aux juges et ont récité leurs textes. Ils ont confessé des crimes délirants. Ils ont affirmé avoir planifié des assassinats. Ils ont avoué des actes de sabotage et des réunions secrètes avec les agents de Trotsky en Europe. Les accusations semblaient invraisemblables. Pourtant, la presse soviétique rapportait chaque mot comme un fait établi. Le piège s'était refermé. 25 août 1936. C'est la date précise où la justice soviétique a cessé d'exister. Ce que le grand public ignorait, c'était les coulisses du procès. Comment les aveux avaient-ils été obtenus? Par la torture physique, par des semaines sans sommeil, par des menaces directes d'exécuter les épouses et les enfants des accusés. Zinoviev et Kamenev ont craqué. Le verdict est tombé quelques heures plus tard, peine de mort.
Il n'y a pas eu d'appel, il n'y a pas eu de délai. Le soir même, le peloton d'exécution a fait feu. Pour Staline, ce n'était qu'une étape de validation. Désormais, il n'avait plus besoin de preuves, il n'avait plus besoin de logique pour anéantir ses rivaux. En 1937, la Grande Purge a muté. Ce n'était plus une opération politique ciblée, c'était une campagne nationale totale. Elle a quitté les couloirs du Kremlin pour envahir chaque usine, chaque village et chaque immeuble de l'Union soviétique. Pour orchestrer cette vague de terreur, Staline a choisi un nouvel homme de main. Nikolaï Yezhov a pris la tête du NKVD. À l'image, il semble insignifiant. Il mesurait à peine 1,50 m, mais sa cruauté dépassait l'imagination. Le peuple lui a rapidement donné un surnom, le nain sanguinaire. Staline lui faisait une confiance aveugle pour nettoyer le pays de ses ennemis internes. Au début de l'année 1937, les ordres secrets ont commencé à circuler. Le plus tristement célèbre était l'ordre numéro 00447. À première vue, une circulaire administrative banale, mais en réalité, un permis de tuer industriel. Le document listait les cibles, les anciens nobles, les prêtres, les officiers, mais aussi les simples ouvriers accusés de paresse ou de mauvaise conduite. L'ordre fixait des quotas précis, des chiffres froids. Chaque région devait arrêter et exécuter un nombre spécifique de personnes. Les fonctionnaires locaux ne se sont pas contentés d'obéir. Ils ont voulu faire du zèle, ils ont dépassé les quotas pour prouver leur fanatisme. La machine s'est emballée. Cette année-là, le NKVD a arrêté plus d'1,5 million de personnes. Les prisons ont saturé. Les cellules prévues pour 4 détenus en contenaient 40. L'air y était irrespirable. Les interrogatoires ne s'arrêtaient jamais, jour et nuit. Les suspects étaient battus jusqu'à l'inconscience. On les affamait, on les forçait à signer des papiers qu'ils ne pouvaient même pas lire. Les familles restaient dans le noir absolu. Un mari partait au travail et ne revenait jamais. Les chiffres donnent le vertige. Au moins 700 000 personnes ont été exécutées entre 1937 et 1938. La procédure était toujours la même. On entend le bruit des moteurs de camions au milieu de la nuit. Les prisonniers étaient conduits vers des terrains vagues ou des forêts isolées. Sous la lumière faible des phares, on les alignait au bord des fosses, une balle dans la nuque. Puis la terre recouvrait tout. À Boutovo, près de Moscou, ou à Levachovo, près de Leningrad, le sol regorge aujourd'hui de dizaines de milliers de corps entassés. L'erreur était interdite. La terreur ne visait pas seulement l'élite, elle frappait l'ingénieur, l'instituteur, le fermier. Même les croyants étaient traqués. Staline voulait éradiquer la religion pour la remplacer par son propre culte. Le moindre incident devenait un crime d'État. Une machine tombe en panne à l'usine. Ce n'est pas de l'usure, c'est du sabotage délibéré. Quelqu'un se plaint de la queue devant la boulangerie. C'est de la propagande anti-soviétique. Un mot de travers suffisait pour disparaître. Le peuple soviétique a appris une leçon brutale, le silence. Au travail, les employés faisaient semblant. Ils louaient le génie de Staline à voix haute. Ils évitaient les regards. À la maison, l'ambiance était encore plus lourde. Les familles chuchotaient. La peur était partout. On craignait que le voisin écoute à travers le mur. On craignait que ses propres enfants rapportent une conversation à l'école. Le gouvernement encourageait cette paranoïa. Dénoncer un traître rapportait des récompenses. Les procès publics sont devenus des spectacles de propagande. Sur les images d'archives, on voit des salles combles écouter sagement les procureurs. Les journaux imprimèrent des colonnes entières d'aveux délirants. La radio diffusait en boucle les exploits du NKVD, déjouant des complots imaginaires. La population lisait ces mensonges. Elle les écoutait. Et surtout, elle faisait semblant d'y croire, car douter était devenu mortel. 35 000 officiers. C'est le nombre total de militaires effacés des registres. La Grande Terreur avait atteint son point de rupture. Staline ne s'arrêtait plus. La peur a changé de cible pour viser le cœur même de la puissance soviétique, l'armée rouge. C'était la fierté de l'Union. Des hommes qui avaient versé leur sang pendant la Révolution et la guerre civile. Mais pour Staline, leur prestige était une menace directe. Pourquoi briser l'épine dorsale de sa propre défense? Cela semblait suicidaire. Mais la paranoïa du dictateur dictait une autre logique. Il voyait des complots partout. Il était convaincu que l'Allemagne nazie infiltrait ses rangs. Il n'a pas cherché de preuves réelles. Le NKVD les a simplement fabriquées. La première cible fut le maréchal Mikhaïl Tukhachevski, un héros national. Jeune, brillant, respecté. Il modernisait les forces armées avec des stratégies audacieuses, mais sa popularité signait son arrêt de mort.
En juin 1937, le piège se referme. Tukhachevski est arrêté brutalement. L'accusation était délirante. Espionnage pour Berlin et tentative de coup d'État. 7 autres généraux de haut rang ont suivi le même chemin vers les cellules. À première vue, un procès pour trahison. Mais, en réalité, une exécution administrative planifiée. Le tribunal a siégé dans le plus grand secret. Pas d'avocat, pas de témoin, aucune défense possible. La torture physique a fait le reste. Sous la douleur, les généraux ont signé des aveux dictés par leurs bourreaux. Staline a personnellement validé les sentences de mort. Le 12 juin 1937, les pelotons d'exécution ont ouvert le feu. 8 corps se sont effondrés. Ce n'était que le premier domino. La nouvelle a provoqué une onde de choc glacial dans les casernes. En quelques mois, la purge est devenue incontrôlable. Elle a frappé chaque niveau de la hiérarchie. On arrêtait des commandants pour des motifs absurdes. Sabotage imaginaire, espionnage fantôme. Sur les images d'archives, on voit des visages d'officiers effacés sur les photos officielles à l'encre noire. Les conséquences furent catastrophiques. L'armée rouge a perdu ses cerveaux les plus expérimentés. Les académies militaires ont fermé ou se sont remplies de remplaçants incompétents. On entend encore les échos de cette terreur dans les rapports de l'époque. La confiance avait disparu. Les soldats regardèrent leurs supérieurs avec suspicion. Les commandants survivants, eux, étaient paralysés par la peur de prendre la moindre décision. L'armée était politiquement pure, mais militairement morte. 44 000 signatures. C'est le nombre exact d'exécutions validées personnellement par la main de Staline. À la fin des années 30, la paranoïa du chef a dépassé l'entendement. Il ne déléguait plus la mort. Il voulait contrôler chaque nom, chaque destin. Pourquoi une telle obsession? Les rapports de police ne suffisaient plus. Seul son stylo rouge pouvait sceller le sort des condamnés. Si Staline écrivait « approuvé » à côté d'un patronyme, l'homme cessait d'exister. Personne n'était à l'abri. Même les plus fidèles marchaient sur un fil. Prenez Alexandre Poskrebichev, son secrétaire dévoué. Il servait le maître jour et nuit, mais la loyauté ne protège de rien. Quand la femme de Poskrebichev a été accusée de trahison, Staline n'a pas hésité. Il a signé l'ordre. Il a laissé les agents l'emmener. Poskrebichev a continué de travailler, le regard vide, pendant qu'on fusillait son épouse. Il n'a pas levé le petit doigt. Son beau-frère, Stanislas Redens, ancien chef du NKVD, a subi le même sort. Une balle dans la nuque, les archives le confirment. La famille du dictateur n'était qu'une variable d'ajustement. Mais la mort était parfois une issue facile. Pour les survivants, un autre enfer s'ouvrait. Le goulag, un réseau tentaculaire jeté sur les terres gelées de l'Union soviétique, des forêts de Sibérie au désert du Kazakhstan, les barbelés s'étendaient sur des milliers de kilomètres. À première vue, une carte industrielle, mais en réalité, une machine à broyer les hommes. À la fin de la décennie, on comptait plus de 400 camps distincts. Entre 1937 et 1939, 2 millions de personnes ont été englouties par ce système. Les trains de marchandises partaient pleins et revenaient vides. La plupart ignoraient leurs crimes. Aucun procès, aucun avocat. Sur les fiches d'arrestation, on lit des motifs absurdes. Un retard à l'usine, un outil égaré, une phrase malheureuse entendue par un voisin jaloux. Une simple dénonciation suffisait pour briser une vie. La terreur était aléatoire. La vie à l'intérieur se résumait à une lutte brutale. Les détenus travaillaient 16 heures par jour. Le thermomètre affichait souvent moins 40 degrés Celsius. Ils construisaient des routes, creusaient des mines d'or ou de charbon. Leurs seuls outils étaient des pelles émoussées et leurs mains nues. La nourriture manquait. Les vêtements n'étaient que des haillons. La nuit, ils s'entassèrent dans des baraquements en bois. Des centaines de corps serrés les uns contre les autres pour ne pas geler. L'air était glacé. L'odeur de la maladie saturait l'espace. Le scorbut et la tuberculose fauchaient les rangs plus vite que les balles. La faim tordait les ventres en permanence. La situation a empiré. Les gardiens frappaient sans raison. La moindre erreur, le moindre ralentissement entraînait une exécution sommaire ou une nuit dehors, dans la neige. Certains camps sont devenus légendaires pour leur cruauté. La Kolyma, à l'extrême est. Sur les images d'époque, on voit des silhouettes squelettiques briser la terre gelée. Là-bas, l'espérance de vie se comptait en mois. L'épuisement tuait tout le monde. À Vorkuta, au-delà du cercle polaire, les hommes extrayaient le charbon dans une nuit perpétuelle. Les chiffres sont terrifiants. À la Kolyma, près de 30% des prisonniers mouraient chaque année. Ce n'était pas une prison, c'était un outil de démolition physique et mentale. En répandant la peur absolue, Staline a obtenu ce qu'il voulait, le silence total. L'objectif était atteint. Mars 1938.
C'est la date choisie pour le grand final. Les purges ont atteint leur sommet absolu. Staline organise une dernière démonstration publique de sa puissance, le procès des 21. Cette fois, les accusés ne sont pas des seconds couteaux. Ce sont les piliers du régime. Nikolaï Boukharine, l'ancien cerveau du parti et proche de Lénine. Alexei Rykov, l'ex-premier ministre soviétique, et Genrikh Yagoda. L'homme qui a construit le goulag se retrouve lui-même derrière les barreaux. Le procès s'ouvre en mars. La salle d'audience devient un studio de cinéma. Les caméras tournent en permanence. Les procureurs lisent des listes interminables de crimes imaginaires. À l'image, les accusés sont méconnaissables. Ils se tiennent debout sous la chaleur écrasante des projecteurs. Leurs visages sont gris, épuisés. Pourquoi ces hommes puissants ont-ils avoué l'impossible? Ils savaient que c'était faux. Mais des mois d'interrogatoire brisent n'importe quelle volonté. Comme les précédents accusés, ils ont récité le texte imposé. Ils ont admis la trahison, l'espionnage, le sabotage. Pour les observateurs dans la salle, la mascarade était évidente. Mais personne n'a osé prononcer un mot. La peur clouait tout le monde sur place. Le pays entier devait voir ce qui arrivait aux traîtres. Nikolaï Boukharine a tenté de garder une apparence de calme face à la mort. Il était autrefois l'enfant chéri de la Révolution. Le 15 mars 1938, il a été fusillé. Rykov et Yagoda ont suivi quelques minutes plus tard. Le bruit des culasses a résonné dans les sous-sols. C'était la fin du spectacle public. Mais ce n'était pas la fin du sang. À première vue, les procès s'arrêtaient. Mais en réalité, la machine à tuer accélérait. Loin des caméras, la terreur continuait en silence. Les prisons du NKVD débordaient. Les camions roulaient de nuit vers les forêts et les champs isolés. Les soldats creusaient le sol gelé. Des milliers de corps ont été jetés dans des fosses communes. Aucun nom n'a été enregistré, aucune croix n'a été plantée. À la fin de l'année 1938, Staline avait atteint son objectif. Il trônait seul au sommet, plus aucun rival ne respirait. Mais la victoire avait un goût amer. L'économie soviétique s'effondrait, les usines n'avaient plus d'ingénieurs, l'armée n'avait plus de généraux. La terreur avait paralysé la production. Même les alliés étrangers commençaient à poser des questions gênantes sur ce chaos interne. Staline devait protéger son image, il lui fallait un bouc émissaire pour justifier les excès. Il a alors pointé du doigt son exécuteur le plus fidèle, Nikolaï Yezhov, le chef du NKVD. Yezhov pensait être intouchable. Soudain, il s'est retrouvé accusé d'abus de pouvoir. Staline a affirmé que Yezhov avait déformé la justice socialiste et tué des innocents de sa propre initiative. C'était un mensonge total. Yezhov n'avait fait qu'obéir aux ordres précis du dictateur. Mais dans le monde de Staline, la loyauté ne protège de rien. En novembre 1938, la chute commence. Yezhov est discrètement limogé. Lavrenti Beria prend sa place. C'est un bureaucrate géorgien, froid et calculateur, qui attendait son heure depuis longtemps. Beria a promis de remettre de l'ordre, il a ouvert les dossiers de son prédécesseur. Il n'a pas arrêté la violence, il l'a simplement rendue plus discrète. L'étau s'est resserré en avril 1939. Yezhov a été arrêté. Les tortionnaires qu'il avait lui-même formés se sont occupés de lui. Pendant des mois, ils l'ont brisé. Il a fini par avouer être un espion, un traître et un ennemi du peuple. En février 1940, l'ancien maître de la terreur a été traîné dans une cave. Une balle dans la nuque a réglé son sort. Mais l'exécution physique ne suffisait pas. Staline a ordonné son effacement total. Les retoucheurs du parti ont gratté son visage sur les négatifs. Son nom a disparu des livres d'histoire. Il est devenu un fantôme. 1 200 000 morts. C'est le bilan estimé par les historiens une fois la poussière retombée. Pourquoi la machine de mort s'est-elle arrêtée? Les listes de suspects étaient-elles vides? Non, le travail était simplement terminé. La grande purge touchait à sa fin. Les rafles nocturnes devenaient moins fréquentes. Les documents brûlaient dans les cours arrière des commissariats. À première vue, un retour à la normale, mais en réalité, un cimetière à ciel ouvert. Le coût humain dépassait les simples statistiques. Ce n'était pas juste des chiffres sur un rapport, c'était des familles pulvérisées. Des enfants grandissaient dans des orphelinats froids. Ils ignoraient que leurs parents avaient été exécutés d'une balle dans la nuque ou pourrissaient en prison. À l'image, des villages entiers où il ne reste que des femmes et des vieillards. Les infrastructures de l'Union soviétique se sont effondrées de l'intérieur. Des régions entières n'avaient plus de médecins. Les écoles n'avaient plus d'enseignants. L'armée rouge avait perdu ses officiers les plus expérimentés, laissant les casernes sans commandement réel.
Ceux qui restaient au gouvernement ne prenaient en plus aucune initiative. Ils obéissaient. La peur de faire une erreur paralysait toute décision indépendante. L'erreur était interdite. Les usines, les universités et les centres de recherche ont perdu leurs meilleurs éléments. Les ingénieurs, les scientifiques, les penseurs. Tous réduits au silence. Un vide culturel et intellectuel s'est installé pour des années. Mais pour Joseph Staline, le tableau était différent. Il ne voyait pas de ruine. Il voyait un succès total. Dans son esprit, le parti était enfin purifié. Les traîtres avaient disparu. Il n'existait plus aucun rival capable de contester son autorité. Chaque personne en poste lui devait sa survie physique. Cette dette garantissait une loyauté absolue. Sur les images d'archives, on voit des hommes qui applaudissent frénétiquement, le visage figé par la crainte. La peur est devenue le moteur du pays. Le silence a recouvert l'Union soviétique comme une chape de plomb. Les cicatrices allaient marquer plusieurs générations. Il a fallu attendre la mort du dictateur en mars 1953 pour que la vérité commence à filtrer. Mais le véritable choc est venu 3 ans plus tard. Nikita Khrouchtchev a pris le pouvoir. Lors du rapport secret de 1956, il a brisé l'omerta. Il a admis devant le Congrès que des milliers de personnes avaient été tuées sans raison. La salle était pétrifiée. On n'entendait que la voix de Khrouchtchev énumérer les crimes. Le monde entier a été stupéfait. Les membres du Parti communiste eux-mêmes n'en croyaient pas leurs oreilles. Pendant des décennies, ils avaient cru à la nécessité de la terreur. Ils découvraient maintenant l'horreur derrière les mensonges d'État. Quelques portes de prison se sont ouvertes. Certaines victimes ont été officiellement réhabilitées. Le gouvernement reconnaissait enfin leur innocence. Mais pour la grande majorité, les noms n'ont jamais été lavés. Les dossiers sont restés classés. Le dommage était irréversible.